Donc bonjour à tous, cette fois une vidéo concernant les aides à l'agriculture biologique. Donc pour être très clair, les aides à l'agriculture biologique, le gouvernement a renvoyé les enveloppes des aides à l'agriculture biologique sur les régions. Donc ça a été une catastrophe puisque les aides à l'agriculture, à la transition à l'agriculture biologique, elles durent 5 ans et chaque région a fait sa sauce. C'est-à-dire qu'il y a des régions où il y avait les enveloppes plus ou moins importantes, il y a des régions où il n'y a pas eu de plafond d'aide, et il y a eu des régions où il y a eu des plafonds à 30 000 € par associé ou 15 000 €. Donc il s'est fait n'importe quoi, avec une injustice totale, puisque au sein d'un même département, vous prenez deux exploitants qui étaient en structure GEC, par exemple en Pays de la Loire, il avait 2 fois 15 000 €, soit 30 000 € pour l'exploitation. Ces deux exploitants-là, ils ont par exemple deux épouses qui travaillent à l'extérieur, donc ils ont les revenus des deux épouses. D'accord? Vous allez me dire, c'est à part, mais vous allez voir où je veux en venir. Vous trouvez ensuite le voisin de ces deux exploitants-là. Lui, il a la même exploitation, la même surface, la même exploitation. Mais il est en ERL ou en SCEA avec son épouse. Lui, il n'a pas le droit à 2 fois 15 000 pendant les 5 ans de conversion. Il a le droit qu'à 15 000. Il a la même exploitation, il y a deux travailleurs, c'est un couple, ils ont le droit à 15 000. Les voisins à côté, de deux hommes par exemple, qui décident de se mettre en société, eux ils ont le droit à 30. Et ils ont deux autres revenus extérieurs. Donc vous voyez la distorsion de concurrence, cherchez l'erreur. Maintenant, on a mieux que ça. En région Pays de la Loire, la région Pays de la Loire, sous l'impulsion bien entendu de la branche FNSEA, a décidé de supprimer l'aide au maintien. Quand la période des 5 ans est passée, ceux qui sont en bio depuis longtemps, il y a une aide qui se situe autour de 90 à 100 € de l'hectare. Bon. Ils ont décidé de la supprimer, soi-disant pour des raisons budgétaires, mais c'est plutôt pour des raisons politiques. Donc moi je pose clairement la question, quand on veut mettre des plafonds ou supprimer les aides, ça peut être un débat. Le débat est ouvert. Il peut y avoir des pour, il peut y avoir des contre. C'est pas normal de vivre des primes. On doit vivre de son métier. Là-dessus, on est tous d'accord. Simplement, quand on met des plafonds ou qu'on supprime des primes, il faut le faire de façon égalitaire. Pouvez-vous me répondre pourquoi les grands céréaliers des bassins parisiens, ils n'ont jamais eu de plafond? Pouvez-vous me répondre pourquoi des grands chefs d'entreprise qui, en même temps, sont déclarés exploitants agricoles, peuvent percevoir la PAC sur 300, 400, 600, 800 hectares. Là, on ne parle plus des fermes bio à 50 hectares. Ces gens-là n'ont jamais eu de plafond. Donc, là, il y a un double traitement. On n'est plus dans liberté, égalité, fraternité, là. On est dans la politique des petits copains depuis 92. J'en profite pour distinguer, parce que j'ai eu des remarques par rapport quand je m'en prenais aux céréaliers. Je n'en prends à aucun céréalier. Moi, je suis pour que tous les gens gagnent leur vie dignement, basée sur le coût de production. Simplement, la PAC de 92, force est de constater qu'elle a créé des écarts et qu'elle a été injuste. Je classe les céréaliers en 3 catégories. Il y en a peut-être 4, mais il y en a au moins 3. Il y a les céréaliers des grands bassins parisiens et les maïsiculteurs des Landes, qui avaient des très grandes surfaces. Tant mieux pour eux, il avait des moyennes historiques, il avait des fermes qui étaient constituées, ce qui n'était pas le cas dans les zones de bocage. Ces gens-là, ça a été les grands gagnants de la PAC. Il y a ensuite les céréaliers, je reste toujours dans le terme céréalier, je ne parle pas des éleveurs. Il y a ce qu'on appelle les céréaliers des zones intermédiaires. Le Maine-et-Loire en fait partie. Les Deux-Sèvres, et ça, ce n'est pas des départements purement céréaliers. C'est des départements d'élevage. On n'a pas des plaines de 200 hectares. Bon. Et on a des moyennes de rendement historique beaucoup plus faibles que ces départements-là. Bon. Ceux-là, ce ne sont pas des privilégiés, la deuxième catégorie. Attention, il ne faut pas mélanger ce que je dis. Et ensuite, il y a une troisième catégorie. Il y a des gens qui sont dans des départements encore beaucoup plus accidentés que les Pays de la Loire, les zones de montagne. Eux aussi, ils font des céréales. Ils les autoconsomment souvent pour les animaux. Comme nous dans nos régions d'ailleurs, dans les régions d'élevage. La majeure partie est autoconsommée.
Donc, quand je dis les céréaliers sont les grands gagnants de la PAC, bien sûr, je ne mélange pas tous les céréaliers. Il y a au moins 3 catégories. Mais refuser de reconnaître que la PAC a été favorable aux grands céréaliers des bassins parisiens, c'est nier une réalité. Quand on sait les primes qu'ont tombé à l'hectare dans ces zones-là, par rapport à un producteur de canard, de lapin, de poulet, de lait, de viande, par rapport aux maraîchers qui n'ont pas de primes, par rapport aux producteurs de plantes médicinales, par rapport aux arboriculteurs, toutes ces autres professions, toutes ces autres corps agricoles qui demandent beaucoup de main-d'œuvre, ça a été scandaleux. Scandaleux. Parce que quand on parle répartition des aides, il y a des gens sur 100 hectares qui ont 3-4 personnes à travailler, voire 5. Hein? Et d'autres, avec 400 hectares dans les bassins parisiens, ils sont 1 ou 1,5, parce qu'ils prennent des saisonniers, et ils ont 4-5 fois le montant de celui qui a 100 hectares. Non, là, je crois que ne pas vouloir reconnaître que la PAC de 92 a été injuste, c'est vraiment être malhonnête. Après, il faut en tirer les enseignements, mais c'est bien ces gens-là qui ont verrouillé le système. Et c'est bien ces gens-là, toujours, qui sont à la manœuvre pour éviter que la PAC revienne à l'actif. Et qu'elle tienne compte des gens qui travaillent sur les hectares. Ça ne veut pas dire que les céréaliers dans les zones intermédiaires, on doit leur enlever les primes. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de tout remettre à plat et regarder depuis 92 ce qui s'est passé. Hein? Parce qu'il y a quand même un paradoxe, c'est qu'il y a des gens qui ont fait énormément d'heures, qui sont à des 80-100 heures semaine à faire de l'élevage, hein? Et ils sont dans des situations catastrophiques par rapport aux grands céréaliers des bassins parisiens. Hein? Parce que travailler avec du vivant, on peut en parler, ça n'a aucune comparaison avec ces métiers-là. Donc, respectons tout le monde, mais quand il y a de l'argent public, des aides publiques, elles doivent être réparties de façon équitable et ramenées à l'actif. C'est pas plus on a d'hectares, plus on ramasse l'argent public. Parce que si on part dans ce schéma-là, on y est déjà parti, mais si on continue dans ce schéma-là, je ne sais pas où est-ce qu'on va atterrir. Donc c'était une précision par rapport à ça et dénoncer la politique de la région Pays de la Loire qui supprime l'aide au maintien alors que c'est la société, c'est une demande sociétale d'aller vers le bio et la région Pays de la Loire avec son idéologie FNSEA supprime les aides au maintien pour les bio. Bravo, vous êtes à contre-courant de la société, bravo, continuez, rassurez-vous, les gens vont vous sanctionner un jour. Ça ne pourra pas être autrement.